Bonsoir à vous, chers compatriotes. En ce dimanche 1er février 2026, notre nation se tient à la croisée des chemins, entre l'éclat des marbres diplomatiques et la boue semblante de nos mines. Bienvenue à Inside News RDC. Il y a tout juste 30 jours, nous clôturions ensemble l'année 2025 et je vous présentais le premier journal de 2026. Me voici ce soir, après avoir bouclé hier la dernière édition de janvier, pour inaugurer avec vous ce premier numéro de février. Quel bonheur de vous retrouver avec une telle fidélité. Car si nous sommes réunis ce soir, c'est pour accomplir une mission citoyenne exigeante. Affronter la vérité sans phare ni compromission, le regard droit et l'esprit lucide. Alors que les lampions de la cérémonie d'échange de vœux au Palais de la Nation s'éteignent à peine, l'écho du silence assourdissant des collines de Massissi vient nous rappeler que notre souveraineté se gagne autant dans les couloirs des Nations Unies que dans la protection de chaque vie congolaise. Le sentiment qui nous habite ce soir est celui d'une urgence absolue. Nous ne sommes plus à l'heure des simples constats. Pendant que notre pays inaugure son siège au Conseil de sécurité, un organe de décision mondiale, nos frères et sœurs de Roubaïa sont ensevelis sous le poids d'une exploitation illégale que le monde feint de découvrir. Ce décalage entre l'ambition de nos dirigeants et la rudesse du front sécuritaire constitue le cœur de notre édition. Nous mettons à nu ce soir les rouages d'un système où le coltan de sang finance l'agression rwandaise, tandis que notre classe politique se déchire sur les conditions d'un dialogue national qui tarde à soigner nos fractures. Ce soir, l'exigence de redevabilité envers le peuple prime sur le protocole, car le destin de la République ne se négocie pas derrière des portes closes. Le 1er janvier 2026 restera gravé comme le jour où la République démocratique du Congo a retrouvé son rang sur l'échiquier mondial. Avec un score sans appel de 183 voix sur 187, notre pays siège désormais en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour un mandat de 2 ans. Ce retour en force nous place au centre de l'organe chargé de définir les mandats de paix et les régimes de sanctions. Samedi 31 janvier, au Palais de la Nation, Rachid Agassim, ambassadeur du Maroc et doyen du corps diplomatique, a salué cette élection comme une marque de confiance exceptionnelle envers la vision de notre pays. Sur le plan international, cette présence nous intègre au groupe des A3, ces 3 voix africaines qui doivent porter les aspirations du continent. Cette victoire diplomatique intervient dans un contexte de mutation profonde des marchés stratégiques, où la RDC, riche de ses minerais critiques, devient l'interlocuteur incontournable de la transition énergétique mondiale. À New York, nos diplomates ont désormais la lourde tâche de transformer ce prestige en levier concret pour imposer le respect de notre intégrité territoriale. Le président Félix Tshisekedi a saisi l'occasion de l'échange de vœux pour réagir à l'aveu récent de Kigali concernant sa collaboration dite sécuritaire avec l'AFC M23. Pour le chef de l'État, cet aveu réduit l'espace du déni et oblige désormais le Conseil de sécurité à passer des simples exhortations au mécanisme d'exécution du droit international. Cette fermeté institutionnelle se veut un rempart contre l'hypocrisie de certains partenaires qui condamnent du bout des lèvres tout en profitant de l'instabilité. Cependant, la réalité du terrain demeure rugueuse. À Podgorica, au Monténégro, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aimé Boji Sangara, a dû plaider avec force devant le bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF. Il a rappelé que l'agression rwandaise n'a qu'un seul moteur, le pillage économique. Le prétexte des FDLR n'est plus qu'une fable éculée pour masquer l'exploitation illicite de nos ressources. L'histoire bégaye, nous rappelant les accords non respectés du passé, tandis que les processus de paix de Doha ou de Washington semblent piétiner dans des échanges de protocoles sans effet immédiat sur la ligne de front. Pour la société civile, ce siège à l'ONU s'avère une arme à double tranchant. Si elle offre une visibilité, elle impose aussi une cohérence que nos institutions peinent parfois à démontrer. L'influence diplomatique n'a de sens que si elle s'accompagne d'une réforme profonde de notre appareil de défense.
Quel est l'impact réel de ce siège sur le pouvoir d'achat ou la sécurité des ménages de l'Est? Pour l'instant, il reste impalpable. La question demeure, parviendrons-nous à utiliser ce mandat pour briser le double standard du Conseil de sécurité? Ou resterons-nous les spectateurs d'une diplomatie de salon pendant que nos terres brûlent? Le saut qualitatif promis pour 2026 dépendra de notre capacité à transformer ces voix onusiennes en un bouclier réel pour nos populations. Le mercredi 28 janvier, la terre de Massusi a littéralement englouti les espoirs de centaines de nos compatriotes. Un éboulement d'une violence inouïe s'est produit sur le site minier de Lowowo, dans le périmètre de Roubaïa. Le bilan officiel communiqué par le ministère de la Communication et des Médias fait état d'au moins 200 morts, des creuseurs artisanaux, mais aussi des femmes et des enfants. Toutefois, les rapports provenant du terrain et confirmés par Kambere Moïsa Lumumba, porte-parole des autorités de fait de l'AFC/M23, sont encore plus lourds. 226 corps auraient été dénombrés. Ces victimes ont péri dans des puits dépourvus de toute norme de sécurité, dans une zone pourtant classée rouge par arrêté ministériel. Ce drame s'inscrit dans une dynamique mondiale cynique. Le coltan extrait à Roubaïa est le carburant de la technologie moderne. Alors que l'industrie électronique mondiale exige de la transparence, Roubaïa reste un trou noir de la traçabilité. Cette catastrophe humaine n'est pas un accident naturel, mais le sous-produit d'une économie de guerre transfrontalière où le sang congolais irrigue les circuits de nos smartphones. Le monde regarde ailleurs, pendant que nos ressources financent ceux qui nous assassinent. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a dénoncé un système structuré de pillage industriel. Chaque mois, entre 112 et 125 tonnes de coltan sortent frauduleusement de Roubaïa vers le Rwanda sans aucune autorisation administrative congolaise. Le gouvernement rappelle que ce site est sous occupation armée et que toute activité y est illégale. Les chiffres officiels révèlent une anomalie statistique révoltante. Les exportations de coltan du Rwanda ont bondi de plus de 200% entre janvier et juin 2025. Un pays sans réserve majeure devient soudainement un géant de l'exportation grâce au blanchiment des minerais de sang issus de nos terres occupées. Cette réalité révèle le fossé immense entre les discours de souveraineté et l'impuissance de l'État à sécuriser ses zones économiques vitales. L'occupation par l'AFC M23 transforme nos citoyens en esclaves de mines à ciel ouvert, travaillant sous la menace pour alimenter les statistiques rwandaises. La fermeture temporaire du site ordonnée par les occupants pour extraire les cadavres n'est qu'une mise en scène macabre, qui ne règle rien aux problèmes de fond: la perte totale de contrôle sur nos richesses stratégiques. Les experts du secteur minier alertent sur l'urgence d'une certification internationale rigoureuse. Comment les géants de la tech peuvent-ils continuer à s'approvisionner auprès de fournisseurs qui s'alimentent à la source du chaos? La complicité des chaînes d'approvisionnement mondiales est ici flagrante. Ce carnage de Roubaïa, après celui de juin 2025 qui avait déjà fait 300 morts, prouve que le système de traçabilité actuel est un échec cuisant. Pour nos familles de Masisi, l'impact est dévastateur. Au-delà du deuil, c'est toute une économie locale qui s'effondre, laissant les survivants sans ressources et à la merci des groupes armés. La sécurité humaine n'existe plus là où l'appât du gain surpasse la valeur de la vie. Parviendrons-nous un jour à imposer un embargo réel sur ces minerais de la honte? La RBC possède le levier de la transition énergétique, mais elle semble incapable d'en verrouiller l'accès. La véritable souveraineté commence par la capacité à fermer les frontières au pillage. Sommes-nous prêts à transformer cette tragédie en un acte politique de rupture totale avec les réseaux de contrebande? L'idée d'un dialogue national censé cimenter la cohésion face à l'agresseur se heurte désormais à un mur d'exigences contradictoires. Samedi dernier, devant le corps diplomatique, le président Félix Tshisekedi a réitéré son ouverture à une concertation entre Congolais, mais avec des lignes rouges infranchissables. Ce dialogue, selon lui, doit impérativement se tenir sur le sol national, sous l'égide des institutions établies, et exclure formellement les auteurs de crimes et les alliés de l'agresseur. Pour la présidence, il s'agit de préserver l'ordre constitutionnel
et d'éviter toute prime à la rébellion. Sur le plan géopolitique, cette position vise à rassurer les partenaires internationaux sur la stabilité des institutions issues des élections de 2023. Mais elle s'oppose aux initiatives régionales qui poussent parfois vers des solutions de partage du pouvoir, semblables à celles qui ont affaibli la nation par le passé. Le dialogue voulu par Kinshasa est une affirmation de souveraineté, mais il risque de se transformer en un monologue si les conditions de participation sont jugées trop restrictives par les autres forces vives. La réponse de l'opposition et de la société civile a été immédiate et tranchante. Jean-Claude Katembe, président de l'Azadacho, estime que ces préalables rendent le dialogue pratiquement impossible. Selon lui, exiger le respect des institutions actuelles comme cadre unique revient à demander aux opposants de valider un système qu'ils contestent. L'ancien ministre Emery Okunji va plus loin, dénonçant un discours qui veut une chose et son contraire. Il souligne singulièrement un déficit de confiance profond envers les institutions nationales, incapable, selon lui, de garantir la sécurité et la neutralité nécessaires à de telles assises. Cette impasse politique a des répercussions directes sur la santé financière des foyers. La stabilité au sommet de l'État paralyse les réformes économiques urgentes et décourage les investissements productifs. Pendant que les leaders se disputent sur le format d'une réunion, le coût de la vie continue de grimper, nourri par l'incertitude. La cohésion nationale ne peut pas être un slogan. Elle doit être une réalité vécue par le citoyen qui attend de voir ses dirigeants unis contre l'ennemi commun, plutôt que divisés par des calculs de positionnement. Dans ce climat de méfiance, la jeunesse a décidé de passer à l'action. Le Front populaire des jeunes pour la défense de la patrie, FPJDP, a annoncé une marche pacifique pour le 16 février. L'objectif est double: honorer les martyrs de 1992 et exiger un dialogue inclusif et global. Le coordonnateur Benjamin Chitadi appelle à rejeter le silence et la résignation face à la balkanisation rampante. Cette pression de la rue s'avère un signal fort, envoyé à une classe politique qui semble s'enfermer dans une tour d'ivoire institutionnelle. La question de la médiation reste le point d'achoppement majeur. Si le chef de l'État remercie son homologue andonnais João Lourenço pour ses bons offices, l'opposition réclame une médiation africaine plus large et plus neutre. Parviendrons-nous à trouver un terrain d'entente sans sacrifier la justice? Le président a été clair: la justice poursuivra son cours pour les crimes commis. Mais comment mener un dialogue politique si le spectre des poursuites judiciaires plane sur une partie des acteurs? L'unité nationale demande un courage exceptionnel, celui de s'asseoir ensemble sans trahir la mémoire des victimes. Sommes-nous capables de placer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de nos peurs et de nos ambitions personnelles? Le samedi 31 janvier 2026, un vrombissement familier a résonné sur le tarmac de l'aéroport international de Njiri. La réception d'un nouvel Airbus A320 marque une étape cruciale dans le plan de sauvetage de Congo Airways. Après plus d'un an de paralysie quasi totale, la compagnie nationale renforce sa flotte avec cet appareil acquis en leasing, rejoignant l'Embraer E190 obtenu en décembre dernier via un partenariat avec la CNSS. Paul Djunga, représentant le vice-premier ministre des Transports, a souligné que cette relance est le fruit d'un processus laborieux initié lors du Conseil des ministres de juillet 2024. Cette acquisition n'est pas qu'un succès commercial, elle s'inscrit dans une compétition régionale pour le contrôle du ciel africain. Un pays de la dimension de la RDC ne peut pas laisser sa mobilité intérieure entre les seules mains de compagnies étrangères ou privées, aux tarifs souvent prohibitifs. Le désenclavement est une condition sine qua non de l'intégration économique au sein de la zone de libre-échange continentale africaine. Sans une compagnie nationale forte, notre souveraineté économique reste une illusion. Cependant, le président du conseil d'administration, Jean-Bertrand Ewanga, a tempéré l'enthousiasme par une mise en garde pragmatique. Les compteurs tournent déjà, a-t-il rappelé, soulignant l'urgence d'une exploitation immédiate pour couvrir les coûts financiers du leasing. La gestion passée, marquée par des pannes et des immobilisations prolongées, ne doit plus se répéter.
L'acquisition de cet Airbus doit s'accompagner d'une rigueur administrative absolue pour éviter que ce nouvel espoir ne se transforme en un gouffre financier supplémentaire pour le Trésor public. L'impact pour le citoyen est concret. Il s'agit de rétablir des liaisons régulières vers Kananga, Kisangani, Kindu ou Goma. Le saut qualitatif promis par le chef de l'État pour 2026 repose sur 4 piliers: sécurité, gouvernance, transformation économique et unité nationale. Congo Airways est le symbole de cette ambition. Mais la réalité du transport aérien en RDC reste précaire, avec des infrastructures aéroportuaires souvent défaillantes et une fiscalité qui pèse lourdement sur le prix du billet. La transformation structurelle de l'économie, telle que prônée par Félix Tshisekedi, passe par la création de chaînes de valeur locales. Faire voler des avions avec du personnel congolais est une chose, mais assurer leur maintenance et leur rentabilité dans un environnement de concurrence féroce en est une autre. La relance de la compagnie doit être le catalyseur d'une industrie aéronautique nationale plus large, génératrice d'emplois qualifiés et de services de pointe. La question de la pérennité reste posée. Combien de temps cet Airbus restera-t-il opérationnel sans une réforme de fond du modèle économique de la compagnie? Le gouvernement s'est engagé à une gestion rigoureuse et responsable. Mais le peuple attend des actes. Parviendrons-nous à faire de Congo Airways une entreprise performante, capable de relier nos provinces sans dépendre systématiquement des subventions de l'État? L'unité nationale se construit aussi par les airs, en permettant à chaque Congolais de circuler librement et dignement sur l'ensemble du territoire. La dignité de notre nation se mesure aussi à sa capacité à protéger les plus vulnérables et à intégrer ses fils et filles vivant sous d'autres cieux. Sur le front de la santé, la RDC vient de franchir un pas décisif avec l'adoption d'un plan directeur pour l'éradication des maladies tropicales négligées d'ici 2030. Ce document stratégique cible 15 fléaux qui continuent de hanter nos zones rurales et urbaines, de l'ulcère de Borrelie à la lèpre, en passant par la maladie du sommeil, le noma ou la rage. Pour mener ce combat, le Dr Jean-Bertin Epumba, secrétaire général à la santé, estime qu'il faudra mobiliser plus de 100 millions de dollars. Cet investissement n'est pas une simple dépense. C'est une nécessité pour restaurer la productivité de nos populations et la dignité de nos communautés rurales, singulièrement au Maniema, où les coordonnateurs locaux plaident pour que ces maladies deviennent une priorité budgétaire provinciale. Parviendrons-nous à fédérer les partenaires financiers autour de ce gap de 100 millions sans aliéner notre souveraineté sanitaire? La réponse réside dans une collaboration multisectorielle où l'État doit prendre la tête de la mobilisation. Parallèlement, une réforme silencieuse mais majeure se dessine pour notre diaspora. Le ministre Crispin Mbado Fanzo a présenté les conclusions d'un atelier national visant à instaurer un statut spécial pour les Congolais de l'étranger. L'approche choisie est graduelle. Avant de toucher au verrou constitutionnel de la double nationalité, le gouvernement propose des mesures intermédiaires immédiates. Il s'agit notamment de la création d'un haut conseil de la diaspora et d'un fonds d'investissement dédié. L'objectif est clair: transformer les transferts de fonds de nos compatriotes en investissements productifs tout en leur offrant une reconnaissance légitime. Dans un contexte d'agression extérieure, la prudence reste de mise, le chef de l'État craignant que des décisions précipitées ne profitent à ceux qui cherchent à infiltrer nos institutions. Mais une question se pose. Comment exiger l'implication patriotique de nos cerveaux expatriés si nous leur refusons encore la pleine appartenance juridique à leur terre d'origine? La modernisation de nos services consulaires et la création d'un desk des compétences sont des étapes. Mais le chemin vers une citoyenneté sans frontières reste long. La visite officielle d'Éléonore Carrois, ministre française déléguée à la francophonie, du 1er au 3 février, marque une accélération du pivot diplomatique de Kinshasa. Au-delà de la signature d'accords de coopération sur l'environnement et la culture, c'est une véritable bataille d'influence qui se joue au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF.
Notre pays a officiellement annoncé sa candidature pour le poste de secrétaire général de l'OIF, avec l'ambition claire de succéder à la Rwandaise Louise Mushikiwabo. Pour Kinshasa, il est temps que le premier pays francophone au monde par sa démographie assume un leadership correspondant à son poids réel. Cette offensive diplomatique est le prolongement direct du conflit sécuritaire. En briguant la tête de l'OIF lors du sommet prévu au Cambodge en novembre 2026, la RDC cherche à mettre fin à une anomalie politique où une organisation dédiée aux valeurs de paix est dirigée par la représentante d'un État agresseur. C'est une lutte pour la dignité de notre parole. Cette démarche s'avère un test pour la France et les autres partenaires francophones. Choisiront-ils la complaisance envers Kigali ou le respect du géant congolais? En quoi cela change-t-il la vie de nos compatriotes? Cela signifie que la voix de la RDC ne sera plus filtrée par ceux qui nous agressent. C'est l'assurance que les forums mondiaux entendront la vérité brute sur les massacres de l'Est, sans les nuances diplomatiques imposées par un secrétariat général partisan. Parviendrons-nous à transformer ce leadership linguistique en une influence politique capable de faire bouger les lignes sécuritaires? La bataille du Cambodge sera décisive pour notre rayonnement international. Dans le cadre de nos brèves, nous portons une attention particulière aux signaux qui nous parviennent des provinces, car aucune information n'est mineure quand elle touche à l'unité de la nation. Dans le Sud Kivu, nos forces armées marquent des points cruciaux. Les FARDC ont neutralisé plus de 20 rebelles Twirwanéo lors de violents combats à Mwenga le 30 janvier. La reprise du point zéro, une position stratégique, permet désormais de consolider nos lignes de défense dans cette zone forestière difficile. À Uvira, le génie militaire mène une opération périlleuse de déminage dans les bâtiments publics piégés par l'ennemi. Ces succès sur le terrain rappellent que la reconquête de notre autorité est une œuvre de longue haleine qui exige le soutien indéfectible de toute la population derrière ses soldats. Sur le plan de l'éthique politique, la rigueur s'impose également. Le regroupement Réveil populaire, REPOP, a annoncé la radiation de Claude Ibalanki et Colomba. Son ralliement à l'AFC M23 est qualifié de trahison personnelle par les cadres du regroupement, qui réaffirment leur loyauté au chef de l'État. Cette clarification s'avère nécessaire dans un climat où certains acteurs n'hésitent plus à pactiser avec l'agresseur pour des intérêts égoïstes. La loyauté envers la République ne tolère plus d'ambiguïté. Parallèlement, au Kasaï, un cri de détresse nous parvient de Louébo. Basile Bonza, de la nouvelle société civile, alerte sur des érosions dévorantes qui menacent de rayer cette cité historique de la carte. Sans intervention urgente des autorités, des bâtiments publics et des centaines d'habitations seront engloutis à la prochaine pluie. L'absence d'eau potable et d'infrastructures sanitaires fragilise déjà la résilience des habitants de Louébo. Enfin, l'économie se tourne vers la planification structurelle avec le lancement du deuxième recensement général de la population, RGPH2. Le ministre d'État Guilain Nyembo a annoncé une table ronde pour le 20 mars afin de mobiliser les 192 millions de dollars nécessaires à cette opération historique. Plus de 40 ans après le dernier recensement de 1984, notre pays a besoin de statistiques fiables pour orienter ses politiques publiques. Comment bâtir des hôpitaux ou des écoles si nous ne connaissons pas le nombre exact de nos enfants? Ce recensement est un acte de souveraineté indispensable pour que chaque dollar investi atteigne réellement sa cible. Parviendrons-nous à mobiliser ce financement via le basket fund proposé? Le succès de cette table ronde déterminera la qualité de notre gouvernance pour la décennie à venir. Au terme de cette édition, nous mesurons la densité des défis qui attendent notre nation en 2026. Nous avons vu une RDC qui s'impose diplomatiquement à l'ONU, tout en subissant le martyre de Roubaïa. Une nation qui tente de relancer ses ailes avec Congo Airways, pendant que ses citoyens réclament un dialogue politique sincère. Ces dossiers sont les fils d'une même trame, celle de notre lutte pour une existence souveraine et digne. Qu'il s'agisse de l'éradication des maladies négligées ou de l'intégration de notre diaspora, l'objectif reste le même: replacer l'homme congolais au centre de chaque décision.
Ce 1er février marque également le 9e anniversaire de la disparition d'Étienne Tshisekedi Wamonumba, le Sphinx de Limete, dont l'image à la casquette Gavroche reste une icône de résistance, nous a légué une devise qui doit plus que jamais guider nos dirigeants. Le peuple d'abord. 9 ans après son départ, cette phrase ne doit pas rester un slogan pour caresser l'ignorance, mais devenir un impératif de gestion. Comme le rappelait cet infatigable opposant, la constance dans les principes est le seul rempart contre l'humiliation. En 2026, mettre le peuple d'abord signifie sécuriser vos bayas, garantir le pouvoir d'achat et refuser les compromissions qui bradent notre intégrité. Pour prolonger notre réflexion sur ces enjeux stratégiques, je vous invite à découvrir nos analyses approfondies sur notre chaîne YouTube, singulièrement nos dossiers sur le Conseil de sécurité, la RDC face au double standard ou l'agression rwandaise entre mensonges diplomatiques et pillage organisé. Ces émissions vous offrent les clés de compréhension nécessaires pour décoder les dessous de l'actualité mondiale. Que la paix et la justice de Dieu accompagnent chacun de vos pas. Que la bénédiction nationale repose sur notre patrie. Qu'elle protège nos vaillants soldats au front et qu'elle apporte la consolation aux familles meurtries de Massissi. Restons unis, car notre force réside dans notre cohésion. C'était Serena pour Inside News RDC. Dès demain, notre nouvelle consoeur Mallory prendra les rênes des éditions de la semaine. En vous remerciant de votre fidélité, je vous souhaite une excellente continuation. Restez debout, restez libres.